Est-on vraiment coupable lorsqu'on pense attaquer une créature malveillante et qu'on se retrouve à tuer son voisin par erreur? Croyez-le ou non, ce dilemme légal a hanté les tribunaux du Royaume-Uni pendant presque 200 ans. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une autre créature à avoir terrifié les Londoniens, le fantôme de Hammersmith. Je suis Claudia et vous écoutez Les Contes de Blackbird. Bonjour à toutes et à tous, me revoilà pour un nouvel épisode des Contes de Blackbird, ce podcast mensuel donc, qui sort tous les 6 mois. Je suis désolée. Mais voilà, je me suis promis, j'ai plein de scripts en fait, c'est juste que je ne les enregistre pas, parce que j'ai changé d'appart et que j'ai un appart qui n'a pas d'endroit silencieux. Donc voilà, j'ai décidé de l'enregistrer avec le bruit des voitures en fond. Donc j'espère que vous appréciez la musique d'ambiance. Et sans transition, on va passer à l'histoire d'aujourd'hui, qui est l'histoire du fantôme de Hammersmith. Donc l'histoire d'aujourd'hui se déroule à Hammersmith, c'est un quartier à l'ouest de Londres cette fois-ci. Il me semble que je l'avais mentionné dans l'épisode de Jacques Talon à ressort. Mais cette fois, nous sommes en 1804, c'est-à-dire antérieur à l'épisode précédent. On n'est pas du tout à l'époque victorienne, on est plutôt à l'époque... pensez plus Jane Austen que Victoria, voilà. Et donc, du coup, on est en janvier, et ça fait 2 mois que dans le quartier, une rumeur court, parce que les habitants aperçoivent régulièrement un fantôme et que la panique commence à se faire sentir. Donc tout a commencé quelques mois plus tôt, au mois d'octobre 1803. Dans le cimetière adjacent à l'église Saint-Paul de Hammersmith, plusieurs personnes rencontrent une femme habillée en guenille. Elle en effraie quelques-uns, et après quelques jours de ce spectacle, un homme reconnaît la femme en question. Et en fait, c'est pas du tout une femme, c'est un jeune homme qui s'amuse à voler les vêtements d'une servante et à se faire passer pour elle pour se venger d'un rejet amoureux, il me semble, ou quelque chose comme ça. Donc il est démasqué, et après ça, les apparitions de cette femme un petit peu mystérieuse, un petit peu effrayante, vont s'arrêter, mais c'est déjà trop tard en fait. La graine a été plantée dans l'esprit des gens. La rumeur prend forme, et les gens affirment connaître quelqu'un qui est le beau-frère du patron, de la femme de quelqu'un qui a vu le fantôme de ses propres yeux. On raconte qu'une femme, une pauvre vieille dame, ou bien une femme enceinte, selon les sources, aurait été surprise par le spectre une nuit. Autour de 10 heures du soir, alors qu'elle traversait le cimetière plongé dans l'obscurité, elle aurait raconté avoir vu une grande silhouette blanche sortir d'une pierre tombale et flotter jusqu'à elle. Elle tenta alors de s'enfuir, mais le fantôme, plus rapide, la saisit par le bras. C'est alors que la pauvre femme s'évanouit et resta inconsciente sur le sol du cimetière jusqu'à ce que des voisins la découvrent et la ramènent chez elle. L'histoire veut qu'elle ne se soit jamais remise et soit décédée quelques jours après avoir été alitée parce qu'elle était terrassée par le choc. C'est quelque chose, je sais pas si vous avez écouté l'épisode précédent, mais c'est vraiment un cliché des femmes qui meurent de peur au 19e siècle. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup, beaucoup. Bon, historiquement, toutes ces histoires, il y en a très peu de traces, mais on trouve bien un homme qui s'appelle Thomas Groom, qui témoignera avoir été attaqué par le fantôme, encore une fois dans le cimetière de l'église Saint-Paul. Selon lui, le fantôme l'aurait attrapé à la gorge, et en entendant les cris de Groom, encore une fois, un voisin s'approcha en courant, ce qui fit prendre la fuite au fantôme. C'est pas très français ça, ce qui lui fit prendre la fuite. Ceci dit, ni l'un ni l'autre ne semble avoir vu le spectre, qui se serait volatilisé avant que Groom ait eu le temps de l'apercevoir vraiment. Donc en fait,
le mec, il a l'impression qu'il se fait attaquer par un assaillant qui est apparu de nulle part, et c'est ça qui lui fait dire qu'il a été attaqué par un fantôme. Mais il a rien vu en fait. Et du coup, enfin, à la fin du mois de décembre, donc 1803, le veilleur local, qui s'appelle William Girdler, c'est pas un nom facile à prononcer ça, Girdler, se retrouve lui aussi nez à nez avec le fantôme. Girdler, il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de police encore, et que en fait, c'est un petit peu l'ancêtre d'un policier. Le fait qu'il ait vu le fantôme, c'est pas du tout anodin en fait, parce que ça veut dire que les gens vont le prendre très au sérieux, parce que c'est une figure d'autorité. Il raconte avoir vu le fantôme, l'avoir poursuivi, et bon, Girdler, il pense pas que le fantôme c'est un vrai fantôme, il pense que c'est un homme qui se fait passer pour un fantôme pour faire peur aux gens, et il le pense d'autant plus qu'en fait, il a commencé à courir après le fantôme en question, et que le fantôme en question, en fait, s'est découvert d'une espèce de drap ou d'une nappe, alors qu'il était en train de lui courir après, et après, apparemment, il l'aurait planqué sous son manteau, parce que ensuite Girdler a fait le tour du quartier, le tour des pubs pour poser des questions aux gens, pour leur demander s'ils n'avaient pas vu un individu un petit peu bizarre, et qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont répondu « Ah oui, oui, j'ai vu ce type qui est passé, il avait un drap qui dépassait de son manteau, donc pas du tout subtil. » Mais du coup, Girdler, il va commencer un petit peu prendre les choses sérieusement, et ça va devenir un petit peu enfin, sa vendetta à lui, quoi. Il a une dent contre le fantôme. Et il va un petit peu faire monter la mayonnaise là-dessus. Donc les gens sont très inquiets. On imagine qu'il y en a qui croient à ce fantôme. Mais en fait, c'est difficile de savoir si les gens pensent qu'il y a vraiment un fantôme ou ils pensent qu'il y a un criminel en fait qui est là pour terrifier les gens. C'est un peu comme Jacques Talon à ressort. C'est difficile de savoir ce que les gens pensaient vraiment à l'époque, s'ils avaient vraiment l'impression que c'était un fantôme. On va du coup faire un saut jusqu'en janvier 1804. Donc après Noël, après le Nouvel An, où il ne s'est pas passé grand-chose autour de l'histoire du fantôme. Et du coup, à Hammersmith, en janvier, les affaires reprennent autour du fantôme. Donc Girdler, il fait ses rondes, il l'attend au tournant, et les gens commencent aussi à s'organiser parce que ils ont peur, en fait. Et ils n'ont pas trop d'autre choix que de s'organiser en tant que communauté. C'est comme ça que le personnage principal de notre histoire entre en scène. Il s'appelle Francis Smith et il est officier excise, ou plutôt officier de l'excise, qui est un job, je dois dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc l'excise, apparemment en français, c'est l'accise, c'est une taxe. Bon, après, vous dire c'était une espèce de douanier ou un inspecteur des impôts ou un type dans un bureau, je ne sais absolument pas. Donc s'il y a des historiens, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, vu le niveau, mais s'il y a des historiens parmi vous et que vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à m'envoyer un message à bigsmokeblackbird@gmail.com. Voilà, voilà. Bref, revenons à Francis. Donc Francis, il est chaud. Il est chaud. Il a décidé que le fantôme, il allait en faire son affaire. C'est pour ça que je pense que c'était genre un douanier ou un truc comme ça. Donc il est chez lui, voilà, il va au pub, parce que bon, à l'époque quand même, les gens ils picolaient quand même pas mal. Il va au pub, après il rentre chez lui, il est en train, apparemment il reboit un verre, il est en train de ruminer dans son coin. Et il se dit, tu sais quoi, je vais aller lui filer un coup de main à Girdler. Donc il prend son fusil, il descend dans la rue, et il trouve Girdler, bon, parce que quand même, Hammersmith à l'époque, c'est vraiment 3 pâtés de maison, et il lui dit, est-ce que je peux faire la ronde avec toi? Et Girdler lui dit, pas de souci. Et après, donc il est 11h du soir, minuit, quelque chose comme ça, il commence à faire sa ronde, tous les deux, à des endroits différents. C'est-à-dire, le but, c'est un petit peu de faire des cercles et de se retrouver à un point, mais ils marchent pas côte à côte.
Ils se mettent aussi d'accord sur une espèce de code qui est un truc un petit peu militaire en fait, où quand ils se croisent eux, bon, faut se rappeler, c'est Hammersmith au début du 19e siècle. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'éclairage public. Bon, a priori, il n'est pas censé avoir grand monde dans les rues. Et les gens, quand ils décrivent vraiment Hammersmith, parce que Hammersmith, à l'époque, c'est quand même toujours un petit peu rural, ils décrivent vraiment, c'est très très sombre. Il n'y a pas une lumière, il y a vraiment... il y a pas d'électricité, etc. Je me demande si on peut vraiment bien se rendre compte d'à quel point c'était sombre à l'époque, vu que même quand on vit dans un village, a priori, on a quand même l'électricité maintenant. Donc, histoire de pas commencer à s'attaquer pour rien, ils se font un code où il y en a un qui voit l'autre, il dit halte qui va là, et l'autre doit répondre un ami. Donc voilà, ils se mettent d'accord là-dessus, et ils partent chacun de leur côté. Donc Girdler, il me semble qu'il retourne à l'endroit où l'a croisé d'autres jours. Et Smith, lui, il décide d'écouter la rumeur et de descendre sur une rue qui s'appelle Black Lion Lane, qui est une rue juste à côté, vraiment tout est juste à côté dans toute cette histoire. Donc dans cette rue, à peine quelques minutes plus tard, Smith aperçoit une silhouette blanche, fantomatique, qui s'avance vers lui. Donc imaginez une rue qui est totalement noire, l'obscurité totale, et la seule chose qu'il peut discerner, c'est une silhouette blanche qui s'avance lentement vers lui. Sans hésitation, il le met en joue et il tire. Et la silhouette s'effondre immédiatement sur le sol. Une fois le fantôme, entre guillemets, abattu, il part en fait, et il trouve deux hommes qui étaient en train de rentrer du pub, voilà, qui s'appellent Mr. Stowe et Mr. Locke, que l'on retrouvera plus tard. Et il leur dit qu'il vient d'abattre un homme, parce qu'il pensait que c'était un fantôme. Donc déjà, on pense qu'il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Il les amène jusqu'au corps, et apparemment, il n'a pas l'air de trop percuter, jusqu'à ce que les deux hommes lui expliquent, avec des mots simples, les conséquences de ses actions, qui est tu viens de tuer quelqu'un, mon petit Francis. Et à ce moment-là, il se justifie en disant « Oui, mais j'ai demandé 2 fois, et il faisait très sombre. » Fin de citation. En l'occurrence, la victime, c'était un homme qui s'appelait Thomas Melwood, et qui était pas un fantôme. Par contre, c'était alors, je ne sais pas comment on dit, mais c'est un maçon, j'imagine, maintenant. C'est quelqu'un qui faisait du plâtre. Donc, il avait une tenue toute blanche, parce que il n'y a aucun intérêt quand tu fais du plâtre et du soir au matin à te mettre en bleu ou dans une tenue d'une couleur que les ouvriers avaient d'habitude au 19e siècle, qui était beaucoup plus sombre. Donc en fait ils étaient habillés en blanc, et puis je pense qu'avec la poussière, etc., ils devaient avoir quand même une petite couche de résidus de plâtre comme ça c'est ce qui est sous-entendu quand les gens parlent de son métier. Oui, alors je suis allée regarder, ça s'appelle un plâtrier ou un plafonneur, apparemment, ce qu'il était. Voilà, si vous en connaissez, bisous à eux. Donc Millwood, en fait, il rentrait du boulot, enfin non, il rentrait pas du boulot, il était déjà rentré, et il était reparti de chez lui, où il vit avec toute sa famille, en fait, pour aller chercher sa femme, qui travaillait dans une maison du quartier, pour pas qu'elle rentre seule dans la nuit, dans l'obscurité, et en gros pour l'accompagner jusqu'à la maison. Et donc du coup, malheureusement, Francis Smith est passé par là et l'a abattu, et il avait seulement 23 ans. À ce moment-là, par une espèce de bouche à oreille un petit peu surprenant j'imagine que c'est comme ça que ça marchait à l'époque, mais c'est assez étonnant de voir l'histoire de... Bon, je vais pas non plus rentrer dans les détails, mais
Locke et Stowe, ils vont dans un pub, il y en a un des deux qui va dans un pub et qui fait passer le message de la servante à un autre mec dans un autre pub, enfin bref. C'est vraiment par le bouche à oreille qu'ils mettent la main sur Girdler, qui les rejoint un petit peu plus tard. Donc Girdler, c'est le veilleur. Enfin, Girdler, si j'ai bien compris, il est officiel. Il est là dans une capacité officielle, tandis que Smith, il a un petit peu pris les devants. Girdler arrive, rejoint le petit groupe. Smith lui dit qu'il va se rendre et au bout du compte, il se retrouve incarcéré à Newgate Prison et pour homicide volontaire. Smith se retrouve donc en prison à attendre son procès et pendant ce temps-là, ce qu'il se passe, c'est que les médias vont se saisir de l'affaire, parce que les médias du 19e, on les connaît, toujours au taquet, toujours là pour une histoire un petit peu juteuse, surtout pour raconter pas du tout la vérité, donc évidemment, un mec qui tue quelqu'un parce qu'il pense qu'il est en train de se faire attaquer par un fantôme, ça, c'est que du bonheur, quoi. Donc, on va passer au procès de Francis. Donc, ce qui est intéressant pendant le procès, c'est qu'il y a beaucoup de témoins qui passent à la barre et qui donnent différentes, soit des versions de ce soir-là qui sont différentes, soit des descriptions de la personnalité de Smith en gros, pour dire que c'est un gars bien, quoi, parce que les faits, ils sont là, le type s'est rendu, il a déjà tout avoué, pour la défense, c'est quand même difficile de dire, de revenir là-dessus, on va dire. Mais surtout, et on le voit un petit peu dans tous les détails du procès, ce que la défense essaye de faire, c'est qu'elle essaye de faire dire à tous les témoins qui passent à la barre que oui, en effet, ils ont entendu des rumeurs de fantômes, que oui, ils ont entendu parler des attaques qu'il y a eu dans le cimetière, etc. En fait, pour retranscrire le climat de peur, de panique qu'il y avait à Hammersmith à ce moment-là. Locke, donc l'un des types qui sortait du pub et qui est tombé sur Smith juste après l'attaque, passe à la barre et il explique que après l'événement, c'est lui qui a aidé. Il raconte un petit peu sa version des faits. Il explique après, il s'est occupé de transférer le corps. Il a aidé à transférer le corps de Thomas Millwood au pub du Black Lion, qui existe toujours. Et si vous y allez aujourd'hui, il y a une plaque dessus qui raconte l'histoire que je suis en train de vous raconter. Donc voilà, si vous passez à Hammersmith un jour, allez faire un tour. Ils ont aussi, je crois, l'un des derniers jeux de quilles traditionnels. Attendez. Voilà, j'ai trouvé un jeu. Ils ont un vieux jeu de Skittles, qui est c'est une espèce de bowling en fait, en plus petit. Euh, Et donc c'est un endroit où on peut aussi voir les courses Cambridge-Oxford d'aviron, qui est un événement, si j'ai bien compris, qui est très important dans la culture de ce pays. Donc voilà, je me dis, si des gens écoutent ce podcast, ils sont probablement intéressés par la culture britannique, donc je vous donne des petits conseils tourisme aussi. Bref, sans transition, revenons au procès. Donc Locke explique qu'il a ramené le corps à ce pub et que en effet il avait entendu beaucoup de rumeurs sur ce fantôme. Lui en personne ne l'a jamais croisé, mais il savait qu'il y avait beaucoup de groupes qui s'organisaient afin de chasser le fantôme. Donc en fait Smith c'était pas du tout le seul, hein. Bref, Locke aussi, à la barre, dit que la rue était extrêmement sombre, au point que on voyait même pas de l'autre côté sur le trottoir en face, enfin le trottoir, vous voyez ce que je veux dire, de l'autre côté de la rue. Et en fait, c'est vrai que moi, des fois, petite anecdote personnelle, je me suis vraiment fait la réflexion, en marchant dans les rues de Londres la nuit, de me dire c'est quand même très très sombre.
les petites rues 19e siècle. Et maintenant, il y a l'électricité dans les maisons et il y a l'éclairage public. Donc à l'époque, enfin vraiment, c'est quasiment totalement l'obscurité. Si entre deux réverbères, il n'y a pas une maison allumée, vraiment, on voit plus grand-chose. Donc j'imagine que en effet, ça devait être enfin, très pesant comme obscurité. Ensuite, il explique qu'il connaît déjà Smith. Bon, alors, comme j'ai dit, c'est un tout petit patelin en fait, Hammersmith à l'époque, et donc ils se connaissent bien. Le type il dit ouais, Francis, c'est un mec en or, il aurait pas fait de mal à une mouche, etc. Ce qui est, enfin, j'imagine tout à fait vrai, et qu'il était très aimé dans le quartier de manière générale. Ensuite, le prochain à prendre la barre, c'est Girdler, donc le veilleur de nuit, euh, qui donc raconte l'histoire. En fait, ils se sont quittés à 10h30 du soir. Ensuite, il a entendu le coup de feu, mais, il ne s'en est pas soucié parce que, en fait, il a l'habitude d'entendre des coups de feu dans la nuit. Donc, c'est comme ça qu'il l'explique. Ensuite, Smith lui-même passe à la barre. Il explique qu'il a jamais voulu tuer personne. Après, il y a Thomas Groom, dont on a parlé plus tôt, qui vient témoigner aussi pour dire que lui, le fantôme l'a attaqué, etc. Histoire. Enfin, c'est vraiment une galerie de personnages assez. Je sais pas, c'est assez courant quoi, dans un procès comme ça. Mais bon, il y a il y a beaucoup de personnages qui viennent de droite, de gauche. Il y a le cousin de Millwood qui vient et qui dit oui, en effet, Smith et Millwood. Euh, ils s'entendaient bien, ouais, parce que voilà, ils se connaissaient un petit peu quand même, ils vivaient dans les mêmes cercles, donc apparemment ils s'entendaient bien, donc c'est pas du tout une vengeance ou quelque chose comme ça. Donc c'est un procès avec un jury. C'est à ce moment-là que le juge envoie le jury délibérer. Et il leur fait une espèce de petit sermon, en fait. Il leur explique que normalement, pour condamner quelqu'un pour homicide volontaire, il faut qu'il y ait une intention malveillante, mais que ce n'est pas nécessaire. Parce que là, clairement, c'est pas le cas. Enfin, il n'est pas sorti de chez lui pour tuer Millwood en particulier, en tout cas. Et donc, il explique que, par contre, il est dans l'état d'esprit de tuer. C'est pour ça qu'il avait un fusil, etc. C'est vrai que c'est compliqué juridiquement parce que les gens étaient vraiment beaucoup du côté de Smith. Et du coup, le juge explique au jury si vous avez un type. Bon, il l'explique pas comme ça. Je vais pas vous mentir, mais après traduire l'anglais du début du 19e, c'est un peu relou, donc je vais vous faire ma petite sauce. Mais en gros, c'est vrai que si vous avez un type qui sort dehors avec un fusil, il vise un mec et il en tue un autre, bah c'est quand même un meurtre. Enfin, il y a personne qui va chipoter. Et que, en fait, il leur explique que, du coup, si vous avez une erreur d'identité dans un meurtre d'un homme, bah ça vaut aussi pour une entité surnaturelle. Voilà. Donc il leur explique ça. Et il leur explique aussi qu'il n'a pas envie de créer une jurisprudence, un précédent euh, à la fois de gens qui s'en sortent en fait, et qui sont innocentés parce que ils pensent que c'est un fantôme, ou enfin ils disent qu'ils pensent que c'est un fantôme, et aussi pour les gens que ça va motiver pour aller régler leur compte avec des monstres, des fantômes, etc. Mais à sa grande surprise, le jury revient et avec un verdict de homicide involontaire. Donc là, il y a un des magistrats qui est obligé de leur expliquer, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous avez seulement le droit de travailler avec le cadre de travail qu'on vous a donné, c'est-à-dire soit il est guilty, soit il est coupable, donc coupable d'homicide volontaire, soit vous la quittez. Bon, au final, le jury repart, délibère et quasiment instantanément revient avec un verdict de coupable, ce qui est un synonyme de peine de mort à l'époque. Pour le coup, malgré le fait que j'ai pas beaucoup de sympathie pour Francis Smith, je dois dire que je suis assez étonnée d'à quel point les magistrats
Et la cour en général s'est permise en fait de en gros les faire revenir en leur disant non non vous avez mal voté. Je sais pas si c'est très ça a pas l'air très juste non plus quand même en gros de les envoyer en leur disant non non il faut le condamner de ça et pas de ça. Donc bon voilà. C'était mon opinion. Voilà, c'est aussi un podcast d'opinion. C'est pour faire un petit peu mon Joe Rogan. L'espace n'existe pas, la lune est creuse. Il se trouve que l'opinion publique était plutôt à cet avis aussi et était assez choquée du fait que le jury ait été influencé à ce point par la cour. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans les 10 minutes après la fin du procès, euh, les avocats de Millwood sont allés négocier avec la couronne. L'histoire a été un petit peu suspendue pendant un certain temps, histoire que les médias se calment un petit peu. Et quelques jours plus tard, la sentence de Smith a été transformée. Alors au lieu de la peine de mort, il a dû faire 1 an de travaux forcés. Ce qui est bon, les travaux forcés, surtout à l'époque, on va pas se mentir, c'est pas très réjouissant, c'est pas, mais c'est quand même mieux que la peine de mort. Donc au final, je pense qu'on peut dire que cette histoire finit bien. Pour Smith, en tout cas, pas pour Millwood, ça c'est sûr. Pour la petite anecdote de fin, juste après que Smith ait été arrêté, donc entre son arrestation et son procès, il y a un cordonnier qui s'appelle John Graham qui s'est présenté publiquement pour expliquer que le fantôme vu plus tôt, c'était lui. Donc le fantôme que Girdler a vu, que certaines personnes avaient vu, etc. Bon, pas le fantôme qui est sorti de la tombe et qui a terrorisé la vieille dame enceinte, hein, mais le fantôme qui était vraiment de chair et d'eau et tout le monde le savait. Donc c'était lui et la raison pour laquelle il faisait ça, c'est parce que donc il fait des chaussures et il a un apprenti et cet apprenti, qui j'imagine était un ado, s'amusait à faire peur à ses enfants. Alors moi j'avais un cousin comme ça, donc je peux comprendre. Donc apparemment il était comme ça, quoi. Il s'amusait à terroriser les gosses et il leur faisait des, euh, des farces horribles. Ou j'imagine que c'était un apprenti qui vivait chez lui comme ça se faisait à l'époque, mais il grattait les murs la nuit, il leur racontait des histoires horribles, etc. Donc Graham s'est dit qu'il allait se venger, et un jour, il a envoyé son apprenti raccompagner une de ses servantes à la maison, donc bon, les rues ne sont pas sûres, et en gros, en fait, c'était juste pour l'envoyer ailleurs pendant qu'il mettait son costume. Et à partir de là, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Parce qu'en fait, il est parti dans la rue pour essayer de trouver son apprenti, mais il l'a pas trouvé. À la place, il a trouvé Girdler, euh, qui, qui lui a couru après. Donc, comme Girdler le racontait, il a dû enlever son truc, le cacher dans son manteau, etc. Il y a des gens qui l'ont vu passer en courant avec un bout de drap qui traînait par terre et tout. Au final, apparemment, il a dû réussir à mieux le cacher, son drap, parce qu'il a recroisé Girdler ce jour-là, euh, qui lui a expliqué, ouais, j'ai vu le fantôme et tout. En gros, Girdler, apparemment, a passé 10 minutes à s'exciter sur lui en lui disant, ouais, si je l'attrape et tout, sans avoir compris qu'en fait, il parlait au mec qu'il avait vu. Donc, du coup, c'est probablement pour ça que John Graham s'est pas pointé trop vite pour expliquer que c'était lui le fantôme et que tout le monde pouvait se calmer. Et le pauvre, euh, en fait, apparemment, il était vraiment rongé par la culpabilité de ce qui s'est passé après. Il est allé chanter, parce que je pense que c'était un bon chanteur apparemment, il est allé chanter à l'enterrement de Millwood, parce que, enfin, il se sentait désolé, enfin, de cette série
d'événements que son espèce de farce avait créé et qui avait eu des conséquences absolument désastreuses. Donc voilà, il y avait bien un fantôme à Hammersmith. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode des contes de Blackbird. Cette fois, peut-être le mois prochain, peut-être dans une semaine, peut-être dans 2 ans, qui sait, je ne sais pas. Bref, abonnez-vous, parce que je ne vois aucun autre moyen de vous tenir au courant des sorties très irrégulières de ce podcast. Et merci en tout cas d'avoir tenu jusqu'ici avec moi. Bisous bisous.